Bonjour à tous, merci de votre présence déjà. Et puis effectivement, on va parler aujourd'hui d'évolution du modèle économique grâce au numérique. Alors, on va parler de quoi? On va parler de data, de données, beaucoup de données. On va parler de raquettes connectées, on va parler de matériel accoroutiste, et vous saurez à la fin de cette présentation ce que c'est. Et puis évidemment, on va parler des business models qui sont derrière et qui se transforment. Euh, je m'appelle Guillaume Lécuyer, je suis en charge du marketing produit chez Visiative. On est sur le stand 59, si vous voulez tout savoir sur nous, vous pourrez nous y retrouver à la fin. Alors, d'abord un petit peu de contexte. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que, vous l'avez tous remarqué, on a un phénomène d'accélération technologique en ce moment qui fait que on vous parle du matin au soir de big data, de robotique, de mobile, de social, d'intelligence artificielle, etc., etc. Et ça, c'est la convergence d'un certain nombre de phénomènes effectivement technologiques, de capacité de puissance de calcul, de puissance de stockage, de réseau, etc., qui mènent à toutes ces évolutions et qui derrière entraînent un certain nombre de bouleversements des modèles économiques derrière. Alors là aussi, du soir au matin, j'allais dire, on va vous parler des GAFA, on va vous parler de Uber, on va vous parler de Airbnb, etc. Donc ça, je ne vais pas vous raconter là-dessus, parce que je pense que ça, vous avez suffisamment d'informations sur ces sujets-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres, il n'y a pas que ces ces sociétés assez récentes qui ont créé des nouveaux modèles économiques à partir des ruptures technologiques dont on a parlé précédemment, mais également des sociétés bien établies qui tirent parti de ces transformations numériques-là pour changer leur business model. Un exemple qui est très parlant, c'est Michelin. Michelin, qui dans le monde professionnel passe de la vente de pneus à la vente de l'usage du pneu et le facture au kilomètre parcouru pour les camions, à l'atterrissage pour les avions, etc. Donc ça, c'est déjà un cas intéressant, on reviendra dessus, de transformation, d'adaptation des modèles économiques pour en tirant parti de quoi? De capteurs qui sont mis dans les pneus, à partir desquels ils génèrent de la donnée et de la donnée qu'ils utilisent. Maintenant, si vous êtes, comme je l'imagine, des PME, ETI, vous pouvez vous dire que ces noms-là encore, ça ne vous concerne pas forcément. Okay, mais dans ce qu'on voit, nous, chez Visiative, avec les PME, ETI avec qui on travaille au quotidien, c'est que ces sujets-là ils sont pris en compte également. Et ce vers quoi ça pointe de manière générale, c'est le vrai sujet, c'est comment je mets le numérique au service de ma stratégie. Et comment je tire parti de ce que m'apportent ces transformations numériques pour adapter ma stratégie, mais aussi la renforcer. Et je vais vous donner deux exemples d'entreprises qui sont des PME, qui ont, de mon point de vue, poussé ce modèle-là assez loin. Le premier, c'est Babola. Babola, c'est une entreprise qui est basée à Lyon, qui en gros fait, je crois, entre 300 et 350 employés, qui n'est pas exactement une start-up puisque ça a été fondé en 1875, au départ comme un abattoir, qui a vu au même moment se créer le tennis en Angleterre. Donc ils ont vu le rapport, ils ont créé les cordes avec les boyaux qui pouvaient donc recycler de cette manière. Assez rapidement, ils ont pivoté, comme on dirait dans le monde actuel, et ils sont devenus spécialistes de tout ce qui est sport de raquette. Okay, et puis, il y a quelques années, ils ont travaillé avec un laboratoire de recherche à Grenoble pour faire des analyses, définir un capteur, construire un capteur qui analyse les vibrations des raquettes et qui détermine en fonction de la manière dont vous avez joué, où est-ce que vous avez tapé avec la raquette. Est-ce que vous avez tapé plein centre, en haut, en bas, etc. Et à partir de là, en rajoutant en plus un accéléromètre, un certain nombre d'autres capteurs dans le manche de la raquette, ils enregistrent un certain nombre de données pendant que vous jouez. Toutes ces données-là, elles sont transférées après la partie à votre appli mobile qu'ils ont créé aussi, qui va vous présenter ces informations-là. Donc vous allez avoir toutes les infos sur le nombre de coups droits, le nombre de revers, le nombre de fois où vous avez tapé plein centre ou pas, la vitesse avec laquelle vous tapez, la force, etc. Donc là, un nouveau service qu'ils apportent à leurs clients sur des infos quantitatives sur la manière de jouer, qui peuvent évidemment comparer aux sessions d'avant, etc. Donc là déjà, on voit une utilisation de cette donnée-là, c'est j'apporte des nouveaux services. Et puis, deuxième étape, ça a été de construire un réseau social sur lequel on pouvait, donc les joueurs créent un profil, remontent leurs données depuis leur appli mobile sur ce réseau social, et à partir de là, peuvent comparer leur niveau de jeu, organiser des tournois, trouver des partenaires de jeu en fonction de leur niveau de jeu, etc.
Et là où ça change énormément les choses pour Babola, c'est que eux qui étaient dans un modèle de distribution, leurs clients pour eux c'était le distributeur, donc c'est Decathlon, c'est Sport 2000, c'est le magasin de tennis du coin de la rue, tout d'un coup ils ont accès à l'utilisateur final. Ils ont accès à l'utilisateur final, ils ont accès à toutes les données sociodémographiques que cet utilisateur va renseigner dans son profil, sur son appli ou sur le site communautaire, et ils ont accès à la manière dont il joue, donc dans la manière dont il utilise la raquette. Ça venait changer énormément de choses, notamment à la fois donc, en termes de relations clients. Donc, je pouvais avoir un accès direct à mon client final que je n'avais pas auparavant, ou que j'avais peut-être à travers des coupons en réponse que les gens ne renvoient jamais quand on leur livre le produit. Là, j'ai un accès direct, et puis je peux imaginer des scénarios de marketing B2C direct, où en fonction des performances du joueur, je vais lui envoyer des messages, je vais lui dire, bah, tiens, tu tapes moins fort depuis 3 semaines, peut-être que ta raquette elle est un peu moins tendue, passe donc au distributeur à côté de chez toi pour la faire retendre, et au passage, voilà 20% sur le nouveau cordage, super, machin. Donc là, ça changeait complètement la donne là-dessus. Et ça changeait également la donne sur la relation, sur l'innovation, c'est-à-dire le retour d'expérience, le retour sur l'usage de leurs produits. Auparavant, ils faisaient des focus group, ils faisaient venir des gens, ils les filmaient en train de jouer, mais c'était, je dirais, des données statistiques. Là, ils ont en complément des données d'utilisation en vrai de leurs utilisateurs, l'utilisateur de la raquette connectée. Mais du coup, ils savent combien il y en a, quand est-ce qu'ils jouent, est-ce qu'ils sont plutôt droitiers, gauchers, combien de temps ils jouent, etc. Et ils peuvent adapter leur modèle de raquette en fonction de ces données d'usage. Donc ça, c'est un premier cas intéressant de j'adapte mon modèle économique en utilisant le numérique au sens large, mais de la donnée que j'ai collectée dans l'usage de mon produit. Un autre cas qui est aussi intéressant, c'est Noremat. Noremat, c'est une entreprise qui est basée dans l'est de la France. Ils font surtout, à l'origine, ces bras qui tondent la pelouse le long des talus dans les autoroutes et les routes. Là. Ils font aussi le petit tracteur qui va avec maintenant. Et alors eux aussi, ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose parce que c'est de la mécanique agricole, hein, pour résumer simplement, et qu'ils n'avaient pas un avenir fulgurant parce qu'ils allaient se faire concurrencer très rapidement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont truffé leur matériel de capteur, là aussi pour collecter de la donnée, donc données sur la pression dans les hydrauliques, choses comme ça, des choses qui existaient déjà, mais aussi des données plus innovantes sur l'usure des lames, sur les temps d'utilisation et autres. Et à partir de ça, là aussi, ils apportent des nouveaux services à leurs clients. Donc leurs clients, ça va être typiquement la personne en charge à la DDE de l'entretien des talus et des machines. Il leur apporte un portail sur lequel ce client-là va pouvoir voir où est la machine, quel est l'état des différents composants de la machine, est-ce qu'il y a des alertes de maintenance, etc. Ça, c'est un premier niveau. Et puis, il pousse la réflexion jusqu'à se dire, finalement, moi, ce que je vends, aujourd'hui, je vends des machines, mais mon client, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'avoir une machine. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des talus qui soient bien entretenus. Donc, ce que je vais lui vendre, c'est du talus bien entretenu. Et je vais lui facturer au mètre carré tondu. Et je peux faire ça parce que je sais exactement, parce que j'ai mis les bons capteurs, combien de mètres carrés ils tombent chaque jour. Et donc là, on voit un aspect assez important que nous apporte le numérique, qu'on retrouve dans beaucoup de transformations, c'est de passer de la vente d'un produit à la vente de l'usage du produit, et à facturer à l'usage du produit. C'est finalement, en vrai, pas complètement révolutionnaire, parce que c'est jamais ce qu'a fait l'industrie des copieurs il y a déjà pas loin de 20-25 ans. Puisqu'on n'achète plus de copieurs, on achète des pages imprimées. Mais ça se déploie dans de nombreux secteurs d'activité. Alors, ça c'est super, c'est des beaux exemples. Maintenant, on est dans un tuto, comment je m'y prends, par où je commence, si je veux m'aventurer dans ces voies-là, et comment je regarde ça. J'ai retenu trois éléments importants. Le premier, c'est inventorier la donnée. Donc, quelle est la donnée que j'ai à ma disposition, sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour faire cette transformation et pour pouvoir modifier, faire évoluer mon modèle économique en m'appuyant sur cette donnée-là. Alors la donnée à inventorier, elle est en gros autour de ces 5 piliers qu'on voit là. Il y a de la donnée opérationnelle, c'est toutes les transactions qui sont dans mon système d'information. C'est tout ce qui est l'Internet des objets. On en a parlé en parlant beaucoup d'objets connectés, là, que ce soit la raquette ou la machine connectée.
C'est tout ce qui donc en dérive, c'est-à-dire la supervision des machines, les capteurs. Ça, c'est lié évidemment au domaine de l'Internet des objets. C'est des données qui sont extérieures. Il y a des données qui peuvent être complémentaires à votre secteur d'activité, que vous pouvez récupérer, en partie d'ailleurs gratuites pour certaines, que ce soit la météo, que ce soit des données économiques auprès de l'INSEE, etc., qui vont venir enrichir, vous, votre donnée de base. C'est des données autour des réseaux sociaux, pour analyser notamment le sentiment des clients, si c'est applicable à votre industrie. C'est des données commerciales. Et puis, il y a aussi, évidemment, vous avez déjà, dans votre entreprise, énormément de données existantes. Ce que ce graphe appelle la donnée noire, la donnée sombre, c'est en fait de la donnée non structurée qui existe dans votre système d'information, sous forme de contrats, sous forme d'emails, de rapports, etc. Donc, l'idée, c'est de faire une cartographie de la donnée qui est à nos dispositions et de voir en fonction en prenant en compte quand même à la base ma stratégie d'entreprise, quel problème je veux régler pour qui et comment cette donnée-là va pouvoir m'aider. Et quelle est la donnée supplémentaire que je pourrais acquérir ou échanger avec des partenaires qui viendraient m'aider à résoudre ce problème qu'on a identifié. Donc, cartographier la donnée. La deuxième étape, maintenant, je vais valoriser cette donnée. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors, il y a en gros 4 grands domaines qui permettent de valoriser la donnée, ou 4 grands moyens de valoriser la donnée. Le premier moyen, c'est de les vendre. Donc ça, on retrouve beaucoup d'entreprises qui vendent la donnée qu'ils acquièrent. Exemple, il y a eu une start-up aux États-Unis qui faisait une application pour aider les personnes à suivre un régime alimentaire, où les personnes enregistraient tout ce qu'elles mangeaient. Et c'était entièrement gratuit. Leur business model, en fait, c'était d'acquérir, de structurer cette donnée-là, qui mange quoi, quand, et de revendre ça aux industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution, pour pouvoir dire, vous voyez, dans ce secteur-là, dans ce domaine géographique-là, vous avez des personnes qui sont à la recherche de telle ou telle nourriture, donc vous pouvez adapter vos rayons en conséquence. Donc ça, c'est un premier modèle, la vente de données. On en connaît bien d'autres, bien entendu. Un autre modèle très classique, c'est la vente de publicité ciblée. Ça, c'est le business de Facebook, Google et autres. Moins applicable dans les TPE à ma connaissance ou les PME à ma connaissance. Le troisième, c'est la vente de produits et de services. Donc ça, c'est comment je vends, ça marche, un produit qui est enrichi avec la donnée que j'ai acquis. C'est l'exemple, par exemple, de la raquette connectée de Babola. Comment je viens, à partir de la donnée, fournir des services supplémentaires. Services qui peuvent être, pour certains, offerts, je dirais, avec le produit, mais d'autres qui vont être des services premium que je vais vendre en supplément à mon client, parce que ça apporte de la valeur. Le joueur de tennis dont on parlait tout à l'heure, on peut imaginer qu'au bout d'un moment, son appli de la raquette connectée, alors il a acheté la raquette déjà, mais le service d'analyse de données dont on dériverait des conseils de coaching, c'est quelque chose qui serait prêt à payer. Et le quatrième moyen, le quatrième axe, c'est la vente de l'usage. Donc là, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, l'exemple de Noremat. C'est comment, au lieu de vendre un produit, je vends l'usage de ce produit-là. Je fabrique des machines spéciales ou des machines-outils. Plutôt que de vendre la machine-outil, je vais vendre au nombre de pièces produites sur ma machine. Et là, là, on parle vraiment d'une transformation du modèle économique, puisque ça vient changer les flux de trésorerie. On n'est plus sur la vente de machines à, je dis n'importe quoi, 500 000 €, mais on va encaisser des revenus récurrents sur plusieurs mois. Ça vient du coup évidemment changer la manière de vendre, ça vient changer la relation client, puisque vous vous engagez aussi sur une qualité de service. Donc derrière ces modèles-là, il y a aussi s'engager sur la qualité de service. Vous avez intérêt, vous, à ce que votre machine, elle assure les N pièces produites, dans mon exemple tout à l'heure, par mois, parce que c'est ce que votre client achète et ce que vous lui garantissez. Donc derrière, ça a des impacts aussi sur votre conception des machines, parce que vous voulez qu'elles tournent bien comme il faut, sur la manière de les entretenir, etc.
Au passage, ça a aussi une qualité vertueuse de réduire tout ce qui est obsolescence programmée, puisque vous avez intérêt, vous, à ce que vos machines elles durent le plus longtemps possible, qu'elles aient besoin de moins de pièces de rechange possible, puisque là encore, vous assurez l'usage de la machine, le fonctionnement de la machine, et vous facturez l'usage. Donc ça, c'est j'ai cartographié ma donnée, j'analyse comment je vais la valoriser sur les 4 axes qu'on vient de voir. Et dernier point, il faut expérimenter. Et ça, c'est là encore, on le voit avec les PME ETI avec qui on travaille, cette notion d'utiliser les méthodes agiles. Je définis un périmètre restreint d'une première version de mon produit ou de mon idée, et je vais la tester sur le marché rapidement. Ça, c'est des principes qui sont, pour nous qui sommes entre autres éditeurs de logiciels, c'est, je dirais, acquis, mais dans plein de secteurs d'activité, c'est encore assez récent. Cette démarche-là est assez récente. Et là, dans ce qu'on voit là encore, avec les clients sur lesquels on travaille sur ces sujets-là, c'est hyper important de définir une vision globale. Je veux aller vers, si je reprends Babola, je veux aller vers la raquette connectée, mais je vais déjà faire un prototype et puis je vais la tester avec un certain type de joueurs dans un certain périmètre, puis je vais voir si ça marche. Puis après, on va apprendre de nos erreurs, parce qu'il y en aura, et puis on va faire évoluer notre produit comme ça. Donc c'est les méthodes agiles, c'est intégrer d'entrée de jeu l'expérience utilisateur. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire bien s'assurer qu'on résout un problème d'un utilisateur. Okay, trop souvent, on voit partir des entreprises dans des projets, notamment des entreprises industrielles qui partent sur des projets IoT, Internet des objets, qui se disent « Ah bah tiens, si je mets un capteur là, je vais pouvoir remonter telle donnée, puis je vais l'afficher à l'utilisateur. » Donc c'est super intéressant, sauf que votre utilisateur, il ne sait peut-être pas lire cette donnée-là, il ne sait peut-être pas quoi en faire. Avant de faire ça, posons-nous la question de quel problème mon utilisateur il a et comment le fait d'avoir telle ou telle donnée, ça va permettre de le résoudre. Un exemple que j'aime bien donner, c'est un des exemples, un fabricant de portes de garage. Il avait fait l'appli la plus simple du monde qui vous disait, il avait juste mis un petit capteur et ça vous disait sur une appli smartphone si votre porte a été ouverte ou fermée. Cette application-là, il ne la vendait pas parce que évidemment ce n'est pas non plus un nouveau business model, mais elle a remporté un vif succès parce que si vous avez une maison avec une porte de garage, ou en tout cas moi ce qui me concerne, je fais 500 mètres et puis je fais demi-tour pour aller voir si j'ai bien fermé la porte. Bon, là je le sais. On avait identifié un problème qui était savoir si oui ou non cette porte elle était fermée ou pas, et là-dessus on a construit l'application. Donc expérience utilisateur, trouver un problème, trouver des clients pilotes, identifier, tester sur le terrain, avoir les retours de ces clients-là, les embarquer là-dedans et tirer les leçons rapidement de ce que vous apprennent vos clients pilotes. Et enfin, modèle itératif, on itère là-dessus, on continue. Donc ça finit un petit peu abruptement, mais c'était les messages que je voulais vous passer. Cartographier la donnée, analyser comment tirer parti de la valeur de ces données, comment apporter de la valeur à vos clients avec cette donnée-là, et y aller en mode expérimental, en mode itératif. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous en avez ? Oui ? Je crois qu'il y a un micro. Ouais, merci. Quand vous parlez de mettre des capteurs en fait, sur des produits pour collecter la donnée, combien ça peut coûter en fait, de mettre des capteurs, trouver les capteurs adaptés, ce genre de choses? Alors c'est une bonne question. Effectivement, on va avoir un sujet d'industrialisation d'une solution comme ça. Mais je vais vous donner... En fait, je dirais que la valeur en elle-même, elle n'est pas importante. Là, le coût du capteur, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le rapport entre le coût du capteur et de la solution de bout en bout et la valeur que ça apporte. Okay, on travaillait avec un fabricant de portes pour les hangars, enfin les entrepôts, les choses comme ça, les portes souples là, pour les entrepôts, qui est parti de ça, est parti de je vais mettre un capteur, et puis comme ça, je vais capter telle et telle donnée sur ma porte, et puis je vais fournir une solution à mes clients, un portail, où je leur donnerai le tableau de bord de leur porte.
Et puis ils se sont rendus compte que ça coûtait en gros 100 € de plus par porte, sur une porte à 1 000 €. Donc ça a augmenté de 10% le coût. Et si on non, c'est trop cher, on n'arrivera jamais à le vendre, on laisse tomber. Et en fait, on a repris le sujet avec eux en disant, mais si on le reprend un petit peu différemment, c'est quoi, à quoi elle sert votre porte, notamment dans les entrepôts frigorifiques, ça va garder le froid à l'intérieur. Est-ce que vous savez, à partir de la donnée, combien de temps la porte elle reste ouverte ou fermée, est-ce que vous savez valoriser les économies que vous apportez à votre client en chauffage, enfin, ou en refroidissement, ça dépend de quel sens on se pose. Ça, quelle valeur ça a? Et si ça, vous savez valoriser le fait que ça va leur faire économiser X milliers d'euros par mois, les 100 € d'équipement de la porte, c'est plus un débat, c'est plus une question. Okay, donc oui, il y a un coût, et il faut l'étudier, et derrière, il faut mettre une solution industrielle en place, mais le point important, c'est qu'il faut commencer par définir d'abord quel problème on règle et quelle valeur ça a d'un point de vue business. Après, on regardera la solution technique, on peut le faire en parallèle, mais il faut d'abord déterminer, ou également déterminer quelle valeur vous allez apporter à vos clients. Un autre exemple de ce type-là, c'est un fabricant d'espèces de frigos pour les pâtissiers. Okay, donc là, les pâtissiers gardent toutes leurs pâtisseries qu'ils n'ont pas vendues le jour même, ils les gardent là-dedans. Donc eux, les pâtissiers appellent ça leur coffre-fort. Ils peuvent avoir jusqu'à 80 000 € de marchandises, un petit pâtissier peut avoir jusqu'à 80 000 € de marchandises dans ce frigo-là. S'il tombe en panne, c'est 80 000 € qu'ils perdent. Donc, là encore, si on le prend par le bout de combien ça coûterait d'équiper le truc, je ne sais pas combien vaut un frigo comme ça, mais si j'augmente son coût de 10%, là encore, je vais peut-être avoir du mal à le vendre. Si je le vends sous la forme de moi, je vous assure, moi, monsieur le pâtissier, je vous assure que votre production, elle reste au frais et c'est moi qui gère la maintenance de votre frigo, etc. Là, on change la donne et on peut vendre un service complémentaire au pâtissier en l'occurrence qui va complètement absorber le coût d'équipement de la machine.